Public Sénat et l'INA vous présentent l'info dans le rétro. Vive la France! Bonjour monsieur. Monsieur, Excusez-moi, je cherche le maire de la commune. c'est S'il vous plaît. lui-même. Ah, bah j'ai de la chance. Bah, vous avez eu une chance sur 4 de vous tromper, parce qu'il y a 4 maisons et moi je suis parti le 3e. Alors on ne m'a pas trompé, monsieur le maire, je suis bien dans le plus petit village de France. Oui, je crois. Vous en êtes sûr? Bah, à peu près, oui. 1950, la plus petite commune de France, une commune minuscule, et au milieu, un maire, un âne à la main. Image en modèle réduit d'une démocratie locale bien vivante. Alors que les maires fêtent le 100e congrès de leur association, nous reviendrons sur le rôle de l'élu préféré des Français. Mais d'où vient la popularité des premiers édiles? Pourquoi, alors qu'une crise de légitimité frappe tant d'instances politiques, sont-ils épargnés? Par quel miracle la sympathie pour les maires a-t-elle résisté aux changements législatifs et aux modifications en profondeur de leur rôle? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans l'Info dans le rétro. Mais avant de replonger dans l'histoire avec mes invités pour y croiser de belles personnalités, une image plus actuelle de la maire de la capitale, Anne Hidalgo, une femme maire, il n'y en a pas tant que ça, dans un moment d'auto-célébration présentant le nouveau Vélib. Voici le nouveau Vélib, plus léger et disponible dans 2 versions, mécanique et électrique. La nouvelle bicyclette en libre service arrivera en 2018. Un enjeu pour la ville de Paris qui a fait de la lutte contre la pollution de l'air une priorité. Anne Hidalgo s'est d'ailleurs prêtée à une petite déambulation dans les rues de la capitale. Mais l'offre parisienne devra aussi faire face à l'arrivée de nouveaux concurrents privés. Les tarifs, eux aussi, ont été revus à la hausse. Bon, alors évidemment, pour évoquer la figure des maires, 2 invités. Un invité de luxe, j'allais dire, le maire de Troyes, François Baroin, plusieurs fois ministre, mais surtout, aujourd'hui, président de l'Association des maires de France. Bonjour François Baroin. Bonjour. Vous publiez un livre, une histoire de France par les villes et les villages. Ça change tout le regard par les villes et les villages ? Ça change tout le regard que l'on peut avoir traditionnellement sur la construction de notre pays. Et c'est vrai que c'était un angle particulier qui n'a jamais été fait. Et montrer au fond, contrairement à une idée reçue, que la construction de notre pays, dans sa souveraineté, dans la construction de l'État, dans son aspiration à la liberté, dans l'appartenance à une communauté nationale, c'est fait d'abord par des caractères, des tempéraments, des villages, des histoires, et donc d'abord par le local. D'accord. C'est une mise en valeur de nos Donc pays. avec des maires, on aura l'occasion d'y revenir dans cette émission, et avec vous, Jean Dumonteil, journaliste, vous avez travaillé à la Gazette des communes, au Courrier des maires, vous dirigez aujourd'hui la lettre du secteur public, et il faut bien le dire, vous êtes un peu l'historien de la mémoire des maires et de leur association. De grandes villes, des petites villes, François Baroin, qu'est-ce qui unit les maires? Je pense d'abord l'exigence de ce mandat qui est pour tous les maires le plus beau de tous. Moi j'ai eu la chance, vous l'avez rappelé, d'exercer de nombreuses responsabilités, d'incarner l'État. Mais de très loin, de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie politique en 25 ans, c'est cet attachement à cette ville qui m'a vu grandir, où lorsque j'ai été élu maire pour la première fois, je suis allé rencontrer mon institutrice qui était encore en activité. C'est un lien singulier, c'est charnel, vous avez une équation très singulière avec votre population, vous avez une idée, vous essayez de ne pas augmenter les impôts et vous présentez votre projet, vous le corrigez en fonction de la demande de la population et ceux qui vous critiquaient sont les premiers aussi à vous remercier. Il y a une forme de relation très très particulière. C'est une histoire d'amour en réalité. Jean Dumonteil, vous publiez, je crois, un supplément au Courrier de l'Association des maires de France ce mois-ci. Voilà, maire de France justement, et je me suis plongé dans les archives de l'AMF, l'Association des maires de France. Et c'est très intéressant parce que vous avez commencé votre émission avec le maire d'un tout petit village, 50 habitants même pas, et puis la maire de Paris. Et on voit l'histoire de ces congrès. D'abord, l'Association des maires de France est la seule qui réunit tous les maires. Il y a le principe « un maire, une voix ». Mais surtout, je pensais à une phrase de Lionel de Tinguy, qui était le président de l'AMF dans les années 60-70, et qui dit qu'importe que le bateau soit gros ou grand, la chose qui est importante, c'est quand le capitaine, le maire, est à la barre et c'est toujours la même alors chose. on va voir justement des maires à la barre. En 1947, on va voir une description par les actualités filmées de ce que sont les maires au moment où vont avoir lieu les élections municipales. C'est une description du maire rural. Qui donc va venir s'asseoir sur l'humble fauteuil des mairies villageoises, ceindre l'écharpe tricolore? Ce maire rural, le connaît-on? Connaît-on assez son rôle, son importance?
Paysan au milieu des paysans, il mène la même vie qu'eux, partage les mêmes peines, souffre des mêmes soucis. Il connaît chaque foyer, il est pour chacun un guide et un conseiller. Dans sa mairie, il est le témoin obligé de la vie de tous. Il est de toutes les noces, comme il est de tous les deuils. C'est à lui encore qu'il échoit de guider sa commune au milieu des flots d'une lourde paperasserie administrative. Ses nécessités aujourd'hui augmentent l'imminence de son rôle. Et c'est peut-être ce travail patient, lent et long comme les travaux de la terre, accompli dans la compagnie de l'instituteur secrétaire de mairie, qui font de lui, dans ce décor fruste et quotidien, le protagoniste de la vie de l'une des 34 000 communes rurales de France. Un peu le patron, un peu le père, un peu le guide, monsieur le maire. Donc un homme comme tous les autres, mais en même temps un peu le patron, un peu le père, un peu le guide, monsieur le maire. Il existe encore ce maire-là, François Baroin? Oui, il existe. Alors je ne sais pas si on le dirait comme ça, parce que dire qu'on est un guide aujourd'hui dans une société très ouverte de communication sont des choses qu'on ne peut plus dire. Mais en revanche, c'est tellement vrai. Le maire, il marie aussi, et il donne le livret de famille. Donc il est au point de départ de l'existence, il est aussi à la fin, malheureusement, lorsqu'il y a un deuil qui frappe une famille. Donc toute cette vie-là, vous l'accompagnez. C'est pour ça que je donnais cette définition du passeur. C'est-à-dire qu'on est aux côtés de contemporains, on développe un territoire, mais on est aux côtés de chacune des vies des gens qui composent cette communauté locale. Au fond, c'est la petite patrie, la commune. Et ce sentiment d'appartenance, cet attachement, puisque vous posez la question en préambule, pourquoi les maires sont encore aujourd'hui aussi populaires? Ils le sont parce qu'il y a cette permanence de l'incarnation de ce qui se passe au coin de la rue et est au fond pas plus important que ce qui se passe au bout du monde. Et dans le cadre de la célébration du 100e congrès, on a réuni des jeunes maires, moins de 30 ans, qui ont été élus en 2014. Alors, on est loin de l'image nostalgique, mais il y a des permanences là aussi. Et ce qu'ils nous disent, il faut aimer les gens. Alors, ils travaillent peut-être plus en collectif aujourd'hui, ces maires. Mais je me rappelle d'un de ces jeunes maires qui dit, mais quand il faut aller annoncer à des parents que leur fils est mort dans un accident de voiture, bah, les gendarmes disent, monsieur le maire, c'est vous qui irez. Et donc, il y a cette relation charnelle avec la population, et ça, quelle que soit la taille de la commune. Juste une petite précision, 1947, les premières élections municipales de l'après-Seconde Guerre mondiale, c'était un changement énorme? C'est un changement énorme parce qu'on a les premières femmes maires, déjà en 1945. Et d'ailleurs, on raconte ça dans la publication 100e congrès. C'est une très très longue marche, hein, parce qu'elles sont très peu nombreuses. Encore aujourd'hui? Malheureusement, oui. Elles sont... Vous savez, bon, elles sont nombreuses aujourd'hui parce que la loi le veut dans les conseils municipaux, mais comme maire, comme responsable d'exécutif, comme présidente d'Interco, elles restent très très minoritaires. D'accord. Alors on va venir à un moment où l'AMF se constitue de manière un petit peu vigoureuse au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On est en 1953 et vous allez voir ces messieurs ayant ceint l'écharpe tricolore aller de l'hôtel de ville où ils tiennent leur congrès au ministère des Finances qui à l'époque se trouve au Louvre. Réunis pour leur 38e congrès à l'hôtel de ville de Paris, les maires de France, toutes écharpes déployées, sont descendus dans la rue. En l'occurrence, c'est vers le ministère des Finances que 700 d'entre eux ont dirigé leur marche pour protester contre l'ingérence de l'État dans les finances communales. On ne sait pas de quelle oreille le ministre a écouté les revendications présentées par ces manifestants, aussi paisibles que municipaux. Il y avait déjà des désaccords sur les finances entre l'État et les maires. Il y a deux grands combats dans ces congrès. D'abord, il faut se rappeler que le premier congrès en 1907, il se tient pour un problème financier et fiscal. Il s'agissait de supprimer l'octroi. L'octroi, ça représentait les 3/5 de la fiscalité pour les grandes villes. Mais là, en 1953, ils ont toutes les raisons d'être furieux. Il y a 3 décrets qui sont parus, dont un décret qui demande aux fonctionnaires des finances d'agir en opportunité sur les dépenses des communes. Et là, c'est le deuxième combat, c'est la défense des libertés locales. C'est une tutelle supplémentaire qu'on leur imposait. Oui, et puis surtout, c'était un fonctionnaire des finances qui disait ça me semble une dépense légitime ou pas, alors que normalement, on n'intervient pas sur l'opportunité de la dépense. C'est l'autonomie des collectivités. Vraiment, c'est toujours ces deux combats, défense des libertés locales, promotion des territoires, et puis ces relations avec un dialogue
souvent rugueux avec l'État quand il s'agit d'obtenir les moyens de pouvoir mettre en œuvre des équipements, des politiques locales. François Baroin, les finances, c'est l'éternel problème. Et l'AMF, à cause de ça, est en permanence le poil à gratter pour le pouvoir, non? C'est très spectaculaire, parce que la question du déplacement, de la mobilisation dans la rue de maires ceints de leur écharpe tricolore pour aller au ministère des Finances, rue de Rivoli à l'époque, vous pourriez parfaitement l'imaginer aujourd'hui. Il y a d'ailleurs des demandes. Sauf que la grande différence entre cette période, dans les années 50, 60, 70, et depuis 1982, les lois de décentralisation, c'est que la Constitution, notre loi fondamentale, garantit la libre administration des collectivités locales. Nous ne sommes pas des fonctionnaires, nous sommes des gens élus. Donc nous sommes choisis sur un programme, avec des projets, en général de pas d'augmentation d'impôts, et avec des missions pour financer des services publics et développer un territoire. Et donc le débat que nous avons aujourd'hui avec l'État, c'est un débat autour d'une liberté. La libre administration, c'est une liberté. Défendre la décentralisation, c'est défendre une liberté. Et là, pour des raisons financières, le ministère des Finances, dont c'est la mission, on ne peut pas lui en vouloir, passe par le haut, par le bas, par la fenêtre, par la porte, par la cave, par le grenier, pour essayer de faire les fonds de tiroir, sans jamais lui-même donner l'exemple. Donc nous avons une double contestation, comme vous l'avez très bien dit, la défense d'une liberté, la défense des libertés locales, la libre administration, voilà, le choix des gens de dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, puis si on n'aime pas son maire, ben on le sort. Vous faites vraiment un rôle, j'allais dire, d'unification, parce qu'au fond, si on réfléchit, les maires, c'est un pouvoir émietté. Donc sans l'AMF, il n'y a pas de capacité d'action collective, non? C'est la force et la singularité. C'est probablement la seule institution dans la République qui, par la permanence dans son histoire, a cette caractéristique. Vous l'avez dit, le maire de Paris, c'est notre repère, c'est la capitale. Mais sa voix compte autant que le maire de la plus petite commune de France. Un maire, une voix, c'est un principe fort. Deuxième principe fort, vous avez toutes les sensibilités politiques. C'est-à-dire que quand on rentre à l'AMF, on laisse au vestiaire ses engagements partisans et on se met autour de la table pour définir une plateforme commune. C'est d'ailleurs le propre d'un maire. Vous posiez encore la question tout à l'heure, au fond, pourquoi le maire est attachant? Parce que sa nature même, c'est de rassembler. D'accord. Alors on va voir que dans les années 60, les maires prennent davantage de responsabilités et parfois avec des catastrophes et des risques. En l'occurrence, on va regarder, en 1970, à Saint-Laurent-du-Pont, un dancing, le 5-7, brûle, 146 morts, et le maire est poursuivi à cause de la commission de sécurité qu'il présidait, qui a permis la construction de ce dancing. Donc regardez les réactions au moment où l'on apprend la mise en cause du maire et les risques qu'il encourt en termes pénals. À Saint-Laurent-du-Pont, cet après-midi, les commerçants fermeront leurs portes pendant 1 heure en signe de solidarité avec leur maire suspendu, vous le savez, par décision gouvernementale. 5 conseillers municipaux ont, pour les mêmes raisons, présenté leur démission. Une pétition a été organisée par les habitants de Saint-Laurent en faveur de M. Perrin, tandis que bon nombre de ses collègues ont également protesté contre cette suspension. La tâche des maires est une tâche difficile, ont-ils déclaré. Les responsabilités civiles et administratives sont quelquefois insurmontables et en tout cas écrasantes. Et elles sont de plus bénévoles. De nos envoyés spéciaux dans l'Isère, voici recueilli précisément le témoignage de l'un des maires qui était hier avec une 50aine de ses collègues aux côtés de M. Perrin. Ça fait plus de 6 mois. Est-ce que vous avez l'impression, monsieur le maire, que votre rôle est plus important, moins important qu'il y a 50 ans à la tête du... Eh bien, je ne peux pas vous dire il y a 50 ans, mais il y a 18 ans, mon rôle est de plus en plus important et prenant. Et je considère qu'aujourd'hui, il est presque anormal de demander à un maire qui, en France, est encore un bénévole, alors que dans tous les autres pays, ils ne sont plus des bénévoles, de leur demander de suivre les affaires comme il faudrait les suivre aujourd'hui. Car notre pouvoir a évolué de la simple administration à toute une promotion de développement économique, social et culturel, et que ça nous prendrait largement notre temps, et qu'il faut aujourd'hui réviser ce statut. Jean Dumonteil, à cette époque, c'est un peu une prise de conscience de la responsabilité du maire. Un traumatisme. Le maire est condamné en appel, alors que le secrétaire général de la préfecture ne l'est pas. Ensuite, il y a d'autres catastrophes, comme l'incendie du collège Pailleron. Et à ce moment-là, effectivement, ça devient d'ailleurs le thème du congrès suivant. Les maires se mobilisent. Et ça sera un long combat, là aussi, pour obtenir des lois. Le président du Sénat, Christian Poncelet, a beaucoup travaillé là-dessus. Le sénateur Fauchon va aboutir à une loi sur la responsabilité pénale des décideurs publics, pas seulement des élus, mais tous ceux qui sont en responsabilité. Et on le voit bien aussi, bon, c'est l'affaire du panneau de basket aujourd'hui qui fait peur. On a progressé, Mais est-ce qu'il n'y avait pas au fond déjà l'idée qu'il fallait une professionnalisation des maires ? Alors il y a eu une tentation technocratique, je dirais. Et les maires, là aussi, ça fait partie des libertés locales et de la démocratie locale. Pour dire,
le maire, il est choisi dans la population. Le maire doit se former aussi. Aujourd'hui, il a des droits, et je pense que c'est un des combats de l'AMF. Mais il y a eu cette tentation technocratique, et l'AMF s'y est toujours opposé, et les maires en général, parce que, bon, Édouard Herriot, qui est le héros de cette République maire de Lyon, des villes, voilà, exactement. Entre-deux-guerres, grande figure politique. Défend... Natif de Troyes. Mais justement, alors François Baroin, est-ce que cette question de la responsabilité, c'est pas une espèce de couperet qui encore aujourd'hui pèse sur la tête des maires? Je pense aux catastrophes qu'il a pu y avoir au moment de Xintia, par exemple. Xintia, la faute sur mer, ça a eu d'ailleurs des conséquences qu'on appelle GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et de la protection des inondations. L'État définit un périmètre, un cadre général, et ensuite dégage sa responsabilité, c'est-à-dire en d'autres termes, la loi telle qu'elle a été faite dit voilà maintenant le périmètre, à vous de trouver les financements, et si ça se passe mal, c'est vous qui irez en prison. Donc, mais vous y pensez, elle est toujours aussi prégnante. Mais vous, comme maire de Troyes, vous y pensez dans la gestion quotidienne de la ville, cette responsabilité, elle est là? On essaye de mettre en place des structures de décision qui fait qu'on se rapproche le plus possible du zéro risque. Mais le zéro risque n'existe pas. Donc ça fait partie de l'exercice de la responsabilité. On ne peut pas dire je suis maire, j'incarne et je n'accepte pas le principe de responsabilité. On essaye de limiter le risque. Mais cette responsabilité, elle est pour certains écrasante et elle est pour tous un sujet de préoccupation. Vous avez fait l'objet de poursuites? Bien sûr, j'ai fait l'objet de poursuites comme tout un chacun. Je ne pense pas qu'il y ait un maire qui n'ait pas été soit devant un tribunal administratif, soit devant une cour d'appel administrative, soit même devant un tribunal de grande instance sur des sujets particuliers. Vous avez aussi une société qui est de plus en plus procédurière, où la pénalisation de tous les actes de nature administrative se retrouve en tribunal correctionnel de manière injuste. Alors la loi a amélioré la situation, le parquet, l'autorité publique, le procureur en général fait la distinction entre ce qui relève du pénal et ce qui relève de la suite administrative de telle ou telle décision. C'est un peu mieux, mais enfin la part d'incertitude demeure bien sûr. Alors on va voir effectivement qu'il y a des municipalités un peu plus grandes qui commencent à être créées dans les années 70. En 1975, une loi est votée sur le statut du maire de Paris qui désormais sera élu au suffrage universel direct. Et on va voir un incident au moment où Jacques Chirac est élu maire par le Conseil de Paris. Regardez, c'est vraiment le moment avec son petit couac. Monsieur Jacques Chirac, 57 voix élues. Monsieur Visbin, 40 voix. J'appelle Monsieur Jacques Chirac, élu maire de Paris, à prendre place au fauteuil de la présidence et à poursuivre l'ordre du jour de la séance. Il y a une erreur. C'est 67 votants pour M. Jacques Chirac. Voilà, la pièce est terminée, le rideau vient de tomber. Paris a enfin un maire comme les autres communes de France. Incroyable, ces images, François Baroin. Vous les connaissiez? Non, je ne les connaissais pas. Ce qui me fait rire, c'est que Chirac retourne à sa place alors qu'il a plus de voix pour être élu. Donc de toute façon, il est appelé. Enfin, c'est extraordinaire. Mais justement, il y a quelque chose, on va les regarder à nouveau, le petit moment où il est interdit et où il ne sait pas trop quoi faire et il décide de regarder, il décide de retourner à sa place. Oui, mais pourquoi retourne-t-il à sa place? Alors, non, ça, c'est la démocratie locale. Hein. C'est très local, on va dire. Attitude très, très démocratique et républicaine. C'est le premier maire de Paris, ça vous émeut un peu de le revoir comme ça, Jacques Chirac? Bien sûr, chacun connaît mes liens avec Jacques Chirac et c'est merveilleux de le voir ainsi. Vous le connaissiez déjà à l'époque? Je le connaissais, oui, bien sûr. Parce que vous étiez tout jeune, il faut le dire. Hein. Oui, mais il venait à la maison. Mon père et lui étaient à Sciences Po ensemble et c'est un ami de famille de toujours. Et alors, je pense, en voyant ces images aussi, à Jacques Chirac, à un congrès. Je lui ai même demandé, je me souviens, il était Premier ministre juste avant et il était venu à la maison, je lui ai demandé un autographe. Il avait mis sa grande main au-dessus de mon crâne et je me souviens encore de la marque des doigts au-dessus, parce que tellement il était un géant. Déjà fan. Oui, je ne savais pas ce que c'était qu'un Premier ministre. Mais le premier maire de Paris, bon, c'est quand même une figure un peu particulière dans ce contexte. On va réformer aussi un peu plus tard, avec la loi PLM Paris-Lyon-Marseille, on va transformer leur rôle, leur donner des pouvoirs un peu plus importants, notamment par rapport au préfet. C'est un changement considérable. C'est un changement considérable, puisque la ville, dans le statut PLM, devient également département. Donc, ce sont les deux missions avec l'exercice des responsabilités conjointes, la proximité plus le domaine social.
Maintenant, les débats ont toujours existé entre la ville de Paris et l'État, notamment sur la problématique de la sécurité, car le préfet de police, dans sa spécificité, a la prérogative régalienne, où la maîtrise de l'ordre public se confond aussi avec la tranquillité du voisinage, dont c'est normalement la responsabilité juridique du maire. Alors avec un contexte évidemment qui est celui de la décentralisation qui intervient en 1982, mais regardez comment les maires, dès 1981, sont contents à l'idée qu'on leur allège la tutelle, c'est-à-dire l'autorité du préfet sur le contrôle de leurs décisions. La tutelle administrative a toujours pesé sur les maires. À la Roque d'Enterron, la délibération qui a décidé la création de la ZAC date du 5 septembre 71, l'arrêté du préfet du 6 février 73, l'arrêté décisif du 25 juin 76. 5 ans pour créer une ZAC, c'était un délai, ce qui fait que les maires de l'ensemble des petites communes, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition, accueillent avec satisfaction les perspectives de décentralisation. Sur un plan général, aucun problème, quoi. Les maires sont pour la décentralisation, sont pour la suppression de la tutelle, étant entendu qu'il y aura un contrôle après, c'est normal. Alors, la suppression de la tutelle, la loi de décentralisation de 1982, Jean Dumonteil, c'est la vraie révolution. Ça change tout, et effectivement, c'est là qu'on voit des gens qui mettent en œuvre leurs projets de territoire, des projets de développement, et effectivement... Alors c'est vraiment là que concrètement se fait l'organisation décentralisée de la France, consacrée par la réforme constitutionnelle de acte 2 de la décentralisation Raffarin. Mais alors François Baroin, est-ce que ça ne fait pas qu'à ce moment-là, au fond dans les années 80, les maires se retrouvent avec un panel de choses à accomplir qui est encore plus grand qu'auparavant? Oui, et ça s'est aggravé en quelque sorte, puisque année après année, l'État, n'ayant plus les moyens, ni humains, ni financiers, d'assumer telle ou telle responsabilité, transfère des compétences, est censé transférer des moyens. La Constitution garantit normalement ces moyens, mais année après année, je suis d'autant plus à l'aise pour le dire, que j'ai été le Premier ministre du Budget à engager un processus de réduction du transfert de l'argent que l'État doit aux collectivités pour assainir nos finances publiques. Mais malgré tout, il y a un effet de ciseau aujourd'hui qui n'est plus tenable. Et donc la période entre 82 et aujourd'hui, c'est une période où on a plus de liberté, certes, mais plus de compétences et moins de moyens financiers. D'accord. Alors évidemment, toutes ces charges nouvelles, ces fonctions nouvelles, cet excès de responsabilité, vont entraîner une forme de crise des vocations. Regardez comment elle est décrite en 1998 à propos d'un maire dans les Vosges. Dans le département des Vosges, la crise prend une tournure inquiétante. Ici, on compte une démission de maire par mois. Christian Rinaldi a 43 ans. En 95, il devient maire de Cleury, une bourgade aux portes d'Épinal. Et pourtant, Christian Rinaldi n'était pas candidat. Les conseillers municipaux ont souhaité que je devienne maire, sans m'en parler en plus. Je l'ai découvert au moment des élections. Par devoir, il relève le défi et accepte sa nouvelle charge. Mais très vite, ce fonctionnaire de l'éducation nationale est débordé. Trop de travail. Avec des journées qui démarraient à 7 h du matin et qui se terminaient très tard le soir. Et avec beaucoup de soucis, beaucoup de pression. Et puis le sentiment de, quelquefois, parce que je découvrais l'activité, d'être d'être non pas en difficulté, mais d'être un peu seul, quoi. Jean Dumonteil, vous sentez qu'il y a un certain nombre de gens qui ne veulent plus être maire? Il y a beaucoup de démissions de maires? Alors ça, c'est un sujet récurrent. Effectivement, c'est compliqué. Il y a des gens aussi qui découvrent que ce mandat, c'est pas la facilité, justement. Il ne s'agit pas de n'avoir que des honneurs, parce qu'aujourd'hui, le maire, il est en première ligne sur toute la crise sociale. Il y a toujours des vocations, il y a des démissions, peut-être un peu plus en ce moment, François Baroin. Alors François Baroin, moi, il y a une deuxième question qui vient. C'est comment se fait-il qu'alors que le métier est si dur, une grande partie des grands élus ont préféré, à la fin du non-cumul des mandats, garder leur ville plutôt que de devenir maire ou de rester sénateur? Je crois que c'est votre cas. Oui, moi j'ai démissionné du Sénat alors que j'aurais pu faire un autre choix, mais entre être un parlementaire parmi d'autres et assurer la conduite du développement d'un territoire, à titre personnel, il n'y a pas photo. Donc c'est pas absurde que beaucoup d'élus qui ont des responsabilités nationales au fond, préfèrent l'intérêt aussi de la mission. Et j'ajoute que lorsque vous êtes dans l'opposition, c'est plus intéressant quand même d'être utile, d'être efficace et d'avancer, plutôt que de regarder dans la contestation systématique. Alors, dans la contestation systématique, dans l'opposition, justement, tiens, regardez comment l'AMF, en 2014, à propos d'affaires financières, on revient toujours à cette question, va accueillir le discours du président de l'époque, en l'occurrence François Hollande. Alors j'ai décidé de diminuer de moitié l'effort demandé aux communes et aux intercommunalités en 2017.
La baisse prévue des dotations se fera. J'en vois qui n'auraient sans doute pas voulu que je prenne cette décision et que j'en reste à la situation antérieure. On vous voit sourire, François Baroin. Il y aura les mêmes débats avec Emmanuel Macron. Ça ne va pas occasionner les mêmes problèmes? Sûrement, sûrement. Vous savez, ce n'est pas une salle de militants. Ce sont des maires, ce sont des gens responsables. Ils diront ce qu'ils ont sur le cœur. Ce que l'on souhaite, c'est que l'accueil soit le plus républicain possible. C'est normal. Emmanuel Macron est un jeune président et tout juste en fonction. Et au fond, il va, en quelque sorte, entendre le message de 7 ans de politique continue et disons les choses, tout gouvernement confondu, gauche comme droite, aussi bien Nicolas Sarkozy que François Hollande ont procédé à une réduction qui crée aujourd'hui cette tension. Il appartient au président Macron d'offrir des perspectives et d'écrire l'histoire partagée pour les 5 ans qui viennent. Donc on reconnaît bien là la tension apolitique de l'AMF. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Je rappelle les titres de vos livres. François Baroin, Une histoire de France par les villes et les villages. Et vous, Jean Dumonteil, vous avez coordonné ce hors-série de maires de France consacré au 100e congrès des maires. Merci encore à tous les deux. Je voudrais signaler, moi, un livre qui s'appelle Paysages français, qui est un gros livre paru aux éditions de la BNF et qui, au fond, reprend un ensemble de photos qui avaient été lancées par la Datar en 1984. 29 photographes de renom qui avaient participé à ce projet. Et on a ajouté quelques photos plus contemporaines. Et au fond, c'est un livre qui nous donne une bonne vision du paysage français tellement travaillé par les maires de France. Merci encore, messieurs, de votre présence et de votre participation à l'Info dans le rétro. La concorde franco-allemande ne doit pas apparaître comme la confiscation de l'idéal européen. La concorde franco-allemande est au contraire l'exemple le plus éclatant de ce que peut réaliser notre volonté de paix. L'autre info dans le rétro, cette semaine, nous ramène à la Première Guerre mondiale avec l'image de cette accolade du président Macron avec le président allemand Steinmeier. Elle a eu lieu lors de l'inauguration d'un mémorial à Hartmann-Willerskopf en l'honneur des 30 000 morts lors de la conquête de cette colline de sang. Cette image ne peut que nous rappeler un premier geste devant le fort de Douaumont quand François Mitterrand avait pris la main d'Helmut Kohl en rendant hommage aux morts de la Première Guerre mondiale. Émouvante image. Mitterrand et Kohl, Macron et Steinmeier, deux images qui montrent la continuité et la nécessité de la bonne entente entre les dirigeants des deux pays et au-delà, le profond désir de réconciliation franco-allemande, dont les étapes ont à chaque fois permis de faire progresser l'idée de paix en Europe. On se quitte comme chaque semaine avec une image du passé. En hommage au 100e congrès des maires, on a choisi une image de Marianne, mais pas n'importe laquelle. Regardez-la bien. Cette Marianne n'est pas tout à fait comme les autres. Vous l'avez reconnue? Oui, en effet, il s'agit de Marianne Bardot. Je crois, à Aslan, qu'on peut l'appeler comme ça, Marianne Bardot. Car vous avez utilisé le physique de Brigitte Bardot pour sculpter cette Marianne. Oui, absolument, oui. Et pourquoi avoir fait ce choix? Je fais ce choix parce que je trouve que c'est Brigitte Bardot qui représente le mieux la française, enfin la plus populaire des françaises et la plus jolie. Vive la France! L'info dans le rétro vous a été présentée par Public Sénat et l'INA.